Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Laurent Gbagbo. La vie de Laurent Gbagbo peut être considérée comme un exemple pour beaucoup de jeunes ivoiriens et autres en raison de son excellence en milieu scolaire. Cependant, beaucoup de personnes ne savent pas quel a été le parcours de l'homme surnommé le Woodji de Mama. C'est pourquoi David Feletop a décidé de vous communiquer tout ce que vous devez savoir sur Laurent Gbagbo. C'est parti. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Présentation. Laurent Gbagbo, un homme d'État, né le 31 mai 1945 à Gagnoa, historien et écrivain ivoirien, il est président de la République de Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Il est élu pour un mandat de 5 ans en 2000 face à Robert Gueye à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2010 l'oppose à Alassane Ouattara. À l'issue de ce scrutin, il est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Avec l'appui de la France le 11 avril 2011, il est incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye depuis le 30 novembre 2011. Jeunesse et famille. Il voit le jour au sein d'une famille catholique modeste originaire du village de Mama dans le Grand Ouest ivoirien. Son père, Paul Koudou Gbagbo, est sergent de police et sa mère, Marguerite Gado, originaire du village Bété de Blouson, est ménagère. Son père est blessé et fait prisonnier par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale et est décoré à ce titre de la reconnaissance de la nation française le 8 mai 2003. Laurent Gbagbo est marié à Simone Evé avec laquelle il a 2 filles. Il a un fils, Michel, d'un premier mariage avec la française Jacqueline Chamois. Formation. Gbagbo commence ses études à l'école primaire publique du Plateau à Agboville où son père exerce sa profession. Il obtient son baccalauréat en philosophie au lycée classique de Cocody en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine à partir de 1974, il est également titulaire d'une maîtrise d'histoire à la Sorbonne. Il soutient enfin, en juin 1979, une thèse de docteur d'université en histoire intitulée « Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne de 1940 à 1960 à l'université Paris Diderot ». Militant politique. Membre du syndicat national et de la recherche de l'enseignement supérieur, ce syndicaliste actif des années 1970 est emprisonné à Séguéla et Boaké de mars 1971 à janvier 1973. Devenu directeur de l'IAA en 1980, il se relève lors d'une manifestation étudiante du 9 février 1982 qui provoque la fermeture des universités et des grandes écoles. C'est durant ces années que naît le futur Front populaire ivoirien FPI. Parti en exil en France en 1985, il cherche à promouvoir le FPI avec son programme de gouvernement visant à lutter contre la dictature du pouvoir démocratique en Côte d'Ivoire. Idéologiquement proche du Parti socialiste français, il se lie d'amitié avec Guy Lamberty, membre du Parti socialiste unifié, du fait de son opposition à Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny s'inquiète de voir Laurent Gbagbo développer un réseau de contacts et trouve que son remuant opposant serait beaucoup moins encombrant à Abidjan qu'à Paris. Fortement pressé de rentrer au pays, Gbagbo retourne finalement en Côte d'Ivoire le 13 septembre 1988, Houphouët-Boigny ayant impliquement accordé son pardon en déclarant que l'arbre ne se fasse jamais contre l'oiseau. Devenu secrétaire général du FPI lors du congrès consécutif du 19 et 20 novembre 1988, il se présente à l'élection présidentielle du 28 octobre 1990 qui est marquée par la première candidature face à celle du président Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo remporte 18,3% des suffrages, ce qui lui confère le statut de chef de l'opposition. Les élections législatives du 25 novembre de la même année sont les premiers placés sous le signe de multipatrisme. Le FPI y obtient 9 sièges sur 175, Gbagbo lui-même étant élu dans la circonscription de Ouagayo où se trouve sa ville natale. En mai 1991 puis en février 1992 ont lieu d'importantes manifestations étudiantes. Le 18 février, le premier ministre Alassane Ouattara fait arrêter Laurent Gbagbo après avoir fait signer la veille au chef d'État une loi anti-casseurs. Il est condamné le 6 mars 1992 à 2 ans de prison. Il est finalement libéré en août de la même année. Présidence de la République. Une fois arrivé au pouvoir, Laurent Gbagbo met en place une politique dont l'objectif initial est de permettre l'enrichissement de l'ensemble des Ivoiriens et pas seulement certaines catégories aisées très minoritaires de la société ivoirienne. Il s'agit en outre de tourner la page sur la croissance sans développement caractéristique de l'ère de Félix Houphouët-Boigny. Cette politique dite de refondation est fortement teintée de socialisme, de nationalisme identitaire et d'anticolonialisme, particulièrement à l'égard de la France.
École primaire et secondaire gratuite. Parmi les réformes majeures, le nouveau gouvernement de Laurent Gbagbo met en place en décembre 2000 l'école primaire et secondaire gratuite, supprimant les uniformes scolaires et les frais de scolarité et permet la distribution de matériel scolaire pour les familles démunies. Malgré le fait que ces mesures n'ont pas été entendues par l'ensemble du territoire et la pénurie d'enseignants, elles ont contribué à augmenter le taux d'alphabétisation et d'éducation des Ivoiriens en encourageant les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Normalisation des factures. Lambert Fekese, étant directeur général des impôts, impose peu de temps après la normalisation des factures afin de lutter contre l'économie informelle et ce malgré de nombreuses manifestations de mécontentement. Abolition de la censure. Le nouveau gouvernement entame également l'abolition du petit délit de presse et de toute censure à l'égard des médias et des journalistes. Si cela permet aux journalistes d'exprimer leur opinion et faire parler leur analyse, ceci aurait également eu pour effet de dégrader le climat de l'information dans le pays et de développer un fort partisanisme au fond des médias. Accord de Makoussis. Après plusieurs mois de combat, les accords de paix sont ratifiés par deux principaux partis politiques ivoiriens et la rébellion à Makoussis en France. Une force de paix française, Opération Licorne, se déploie pour patrouiller dans une zone de cessez-le-feu. D'après les thèmes de l'accord, Gbagbo doit rester en fonction alors que les rebelles ont précédemment exigé sa démission. Un gouvernement de réconciliation doit être formé avec un premier ministre neutre et le désarmement des rebelles doit être accompli. Ce gouvernement inclut le FPI, l'opposition civile et des représentants des groupes rebelles. Des lois doivent être votées afin de satisfaire aux exigences des accords. L'Organisation des Nations Unies délègue à une force d'interposition, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, la responsabilité d'accompagner un apaisement de la situation en lieu et place de l'opération Licorne. Manifestations violentes. Des manifestations débutent le 6 novembre, 1h30 après le bombardement de Bouaké en s'accompagnant de pillages. Elles se tournent d'abord vers l'aéroport et l'hôtel Ivoire durant le week-end ainsi que devant la base française avant de se diriger en début de semaine en direction du pont Général de Gaulle permettant de rallier le nord de la ville à l'aéroport et au 43e Bima. Tension après l'élection. Malgré l'isolement croissant de son régime sur la scène internationale, l'Angola prônant toutefois la non-ingérence de la communauté internationale dans les divergences électorales en Côte d'Ivoire. Le 21 décembre, lors de sa première allocution télévisée depuis son investiture, Gbagbo se réaffirme président mais propose la création d'un comité d'évaluation international pour sortir de la crise. Le lendemain, Guillaume Soro, premier ministre de Ouattara, appelle la communauté internationale à recourir à la force contre Gbagbo. Arrestation et détention. Le 11 avril 2011, après 10 jours de combat à Abidjan et de bombardement de la résidence présidentielle par les forces spéciales françaises de la Licorne et l'ONUCI, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse Simone par les forces d'Alassane Ouattara. Il est placé en état d'arrestation à l'hôtel du Golfe, quartier général de Ouattara, puis transféré à Korogo, dans le nord du pays où il a été assigné à résidence. Le 18 août 2011, il est inculpé et placé en détention préventive pour crimes économiques dont le vol aggravé, détournement de biens publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Il est incarcéré 8 mois en Côte d'Ivoire sans possibilité de voir la lumière du jour. Incarcération à la haie et procès devant la Cour pénale internationale. À partir du 30 novembre 2011, à la suite de son inculpation à la Cour pénale internationale pour 4 chefs d'accusation et crimes contre l'humanité, il est incarcéré au centre de détention de la CPI à la haie. Il comparaît pour la première fois devant la CPI le 5 décembre suivant. Depuis son arrestation, ses partisans réclament régulièrement sa relaxe. Quant à la question d'éventuelle liberté provisoire, la juge de la chambre intermédiaire de la Cour pénale internationale, Sadji Masenono, y répond en juin 2012, réaffirmant la nécessaire détention de Laurent Gbagbo, confirmant ce point en appel en octobre de la même année. Toujours incarcéré en 2017, il s'agit d'une durée de détention provisoire anormalement longue. Le 23 juillet 2018, la défense de Laurent Gbagbo dépose une demande de non-lieu. Son co-accusé Charles Blé Goudé en fait de même. Le 4 août 2018, il est élu président de la faction dissidente du FPI. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour.